Bienvenue sur Tech Pulse. Je suis hyper content, c'est le premier épisode et c'est spécial parce que j'ai aussi une invitée très spéciale aujourd'hui. Bienvenue Camille. Bienvenue Mathias. Ça fait hyper longtemps qu'on doit faire quelque chose ensemble. Donc je suis contente qu'on y arrive et le setup est incroyable. Donc merci d'avoir organisé ça. De fou, t'es ma première invitée sur ce format, donc je suis vraiment hyper content qu'on fasse ça ensemble. Ça va se passer en 2 parties. La première, c'est ton parcours. Tu vas nous raconter un peu comment tu es tombé dans le recrutement. Et la deuxième partie va être un peu plus technique. Restez avec nous. Et on va parler de comment devenir data-driven quand on recrute. C'est un sujet méga important et de plus en plus moderne. Enfin, en tout cas, on en parle de plus en plus. Donc, tu as fait des choses assez extraordinaires dans ce domaine-là. Donc, trop hâte de commencer cette conversation. C'est parti ? Écoute, on est parti. Allez, go. Allez, on attaque. Camille, comment t'es tombée dans le recrutement ? Elle est bien formulée, ta question, je trouve, parce que en effet, je connais aucun gamin qui ait une vocation pour le recrutement. J'ai l'impression que c'est un métier que t'as pas en tête de prime abord et dans lequel tu arrives presque par élimination. Enfin, du moins, c'est un peu mon histoire. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en fac de psycho. D'abord neuropsy, puis psy du travail. 2 masters de psy pour pas exercer comme psychologue à la fin. Tu vois, ma mère est absolument ravie. Les années de fac un peu, on se cherche quoi. C'est ça. Mais tu vois, je pense que j'étais profil bon élève. Mais en même temps, j'avais beaucoup besoin de concret. Donc, j'ai fait pas mal de petits business, de petites choses à côté de mes études. Pêle-mêle, il y a des petites boutiques eBay à l'époque, un peu de freelance dans la mode, dans les achats. J'ai fait des petites choses comme ça jusqu'à essayer aussi de construire une app. Et donc, j'ai exploré des trucs, mais il y a quand même un moment, surtout il y a 10 ans, où tu finis tes études, tu dois trouver un CDI. Et la pression. Ouais, vraie pression. Et donc, à ce moment-là, je me suis posé un peu 2 questions. Je suis junior dans tout, donc quelles sont mes forces ? Mes forces, je pense que c'est que j'étais hyper enthousiaste et que j'avais un relationnel OK. Ouais. Et le deuxième truc, c'est qu'est-ce que je peux apporter à une boîte, tu vois, avec des études de psy, un peu de vente à gauche, à droite. Et donc, il y avait 2 trucs. Il y avait sales ou il y avait recrutement. Et c'est comme ça qu'il y a 8 ans, j'ai choisi recrutement, quoi. Ok. Tu sais pourquoi tu as choisi cette voie ou c'est quelque chose qui est un peu chimérique aujourd'hui Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir fait un choix. Pour te dire, mes premières candidatures, c'était dans les cabinets de recrutement et les ESN de Bordeaux. Okay. 100% de taux de refus, d'ailleurs, à l'époque, tu vois, c'est drôle. Ouais. Donc, je sais pas trop. Alors après, tu vois, avec le recul, j'ai relié les points et je sais ce que j'ai trouvé dans ce boulot. Mais à ce moment-là, il fallait commencer, quoi. T'as started from the bottom, quoi. Street cred total pour monter dans les étages. Moi, il y a un truc quand même qui m'a frappé. On se parle depuis un moment et aussi, je vois évidemment ce que tu publies. Et, vraiment, il y a un truc chez toi qui m'a frappé, c'est il y a une espèce de justesse et une intelligence émotionnelle dans ce que tu retranscris de tes expériences chez Shine. On en parlera un peu plus tard, mais vraiment ton expérience du recrutement, ta vision DRH, je pense que ça touche énormément de monde. Et un autre truc qui m'a vraiment marqué quand on a vraiment commencé à échanger ensemble, c'est que en fait, j'ai vraiment le sentiment d'être en face d'une entrepreneuse. Est-ce que tu peux parler un petit peu de... j'ai l'impression que tu as eu des épisodes d'entrepreneuriat à ton échelle et aussi, clairement, j'ai l'impression que tu es une intrapreneuse chez Shine. Donc, je voulais que tu me parles un petit peu de ça. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que j'ai bien visé ? Ou est-ce que je suis à côté de la plaque et tu ne te sens pas du tout entrepreneuse dans ta vie pro ? Non, mais tu as raison. Quand on a craché complètement l'application qu'on essayait de construire, j'ai commencé dans le recrutement. Au début, j'avais une espèce de boulimie de voir des trucs. Donc, j'ai bossé à l'étranger, dans le public, en cabinet de recrutement. Et à un moment, je suis rentrée en start-up. Et tu sais, il y a des moves que tu fais dans ta carrière où ça y est, tu vois, tu boucles un peu le truc.
Moi, je pense que mon contexte de rêve, c'est le rôle de première personne au recrutement. Ok. Je pense que c'est là-dedans que toute mon appétence business va s'inscrire. Donc, j'aime bien ces rôles-là. Et ouais, après, tu vois, sur l'aspect intrapreneuriat, ça dépend de la distance que tu mets entre le pro et le perso. Moi, je suis quelqu'un qui en met très peu. Donc, quand je rentre dans une boîte, faut que je l'aime beaucoup. Ok. Et c'est Ouais, peut-être ça qui se ressent, tu vois, carrément. vis-à-vis de Shine. C'est une super boîte. Mm, trop bien. Et j'ai quand même envie de te poser la question, du coup, parce que, enfin, qu'est-ce qui t'a permis de réussir dans cette voie, justement? Tu as choisi le recrutement, du coup. T'as pas forcément, on n'a pas toujours les mots pour expliquer nos choix. Par contre, on peut regarder en arrière et essayer de un peu analyser. Selon toi, tu disais justement que tu avais au démarrage de ta carrière deux petites choses sur lesquelles tu t'es appuyé pour passer les étages du recrutement et pour même choisir cette carrière. Avec le recul, là maintenant, plusieurs années après, c'est quoi les clés de ton succès dans le recrutement? Hmm. Euh, c'est marrant, tu vois, cette question, moi, je suis mal à l'aise à chaque fois qu'on me la pose, la question de la réussite. Parce que, enfin, dépendamment du contexte, hein, mais des fois, ça sous-entend un peu qu'il y a des gens qui réussissent et des gens qui foirent. Et en fait, c'est pas le feeling que j'ai. Enfin, je trouve que les deux premiers facteurs de quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui adore ce qu'il fait. C'est Ouais. super cheesy de le dire, mais il y a ça. Et le deuxième truc, c'est de trouver le contexte qui te rend super performant. Et tu vois, ces ESN qui m'ont dit non, je pense pas qu'elles aient fait des erreurs. Hein. Je pense que j'aurais été nulle, franchement, sur un Ok. rôle de recruteuse en ESN pour plein de raisons. Bon, mais je vais pas esquiver ta question quand même de qu'est-ce qui fait qu'on on réussit ou pas en recrutement. J'ai un peu pensé quand on a évoqué la trame de cet épisode. Et en fait, j'ai isolé trois facteurs. Je pense que le premier truc, je l'ai évoqué, c'est de trouver son contexte, quoi, parce que le job de recruteur, c'est un peu le job de sales. C'est même plus impliquant parce que tu fais bouger les gens de boîte en boîte. Enfin, faut y croire, quoi. Le deuxième truc, c'est que je pense que tu réussis quand tu t'intéresses aux problématiques de design d'organisation. Ce que j'entends par là, c'est un peu le sens du staffing, quoi. Donc, on doit recruter un dev très bien, mais il s'inscrit comment? Enfin, pourquoi? Avec qui il va bosser? Qu'est-ce que ça apporte à l'équipe? Qu'est-ce qui fait qu'un dev est bon? Pourquoi 6 devs et pas 5 dans cette équipe? Tu vois, toutes ces questions qui te mettent un peu en hauteur par rapport à ce que tu fais. D'où le besoin d'être hyper curieux. Tu l'as un Ouais, peu évoqué au ouais, début. ouais. Et tu vois, je trouve que ça, en fait, si tu as compris ça, si tu t'es intéressé à l'orga, tu closes mieux, tu as de meilleurs taux de réponse. Enfin, en fait, tu sais le vendre, le job. Ouais. Donc pour moi, c'est le deuxième truc. Et le troisième truc qui fait un bon recruteur pour moi, il y a des profils qui aiment les gens, quoi. Tu vois, j'ai un copain qui est pas du tout recruteur. Il est architecte, mais il adore les gens. Lui, il dit que rencontrer des nouvelles personnes, c'est comme arriver dans un nouveau pays. C'est un pays dont tu sais rien, mais en fait, si tu t'y intéresses, il y a forcément une tradition trop cool, un endroit charmé, tu vois. Et en fait, je trouve ça intéressant dans le recrutement parce que à des moments de ta carrière, t'en fais 10 des calls par jour. Et en fait, si tu abordes le call en te disant, OK, je vais trouver la petite spécificité de cette personne et en partant positif, quoi, pour tirer le meilleur de la personne que tu as en face de toi, t'es un bon recruteur. Donc, je sais pas si c'est ce qui fait que j'ai réussi, mais en tout cas, c'est les 3 trucs sur lesquels je travaille encore. Trop bien. Sur le dernier point, je suis obligé, ça fait vraiment penser. Effectivement, j'ai déjà eu des entretiens, tu vois, et je pense tous avec des personnes qui sont là, enfin, tu vois, n'ont pas envie d'être là, tu vois, sur le call et tout. Et je pense qu'il y a plein de recruteurs qui sont dans cette situation à des moments de leur carrière. Ça veut pas dire que il y en a certains qui sont tout le temps comme ça et d'autres toujours géniaux, tu vois. C'est aussi de l'alchimie humaine. Est-ce que toi, tu as le sentiment des fois d'être comme ça? Et si oui, c'est quoi ta stratégie pour en sortir? Est-ce que c'est de limiter le nombre de calls? Est-ce que des fois tu sens que tu dis, ouais, là, vraiment, je suis pas en bonne situation pour faire des calls et des entretiens avec des candidats?
Ouais, t'as raison. Et d'ailleurs, la parole s'est tellement libérée là-dessus et c'est vrai. Et à chaque fois, alors je sais pas si c'est parce que j'ai un truc corporatiste de je défends ma profession, mais j'ai l'impression que beaucoup de recruteurs qui se mettent dans la posture de bad cop, tu sais, qui ont pas l'air vraiment de s'intéresser à Ah, on les a toi, tous connus. on les a tous On a connus. tous été Mais d'entretien ouais, gênants. Peut-être ouais. toi avec les câbles en ESN. Ouais, ou pas, c'était des gens très sympas, même s'ils me rappelaient pas en vrai, tu vois, mais les entretiens étaient cool. Euh, et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de recruteurs qui sont tellement tétanisés de savoir évaluer les compétences, et d'ailleurs, on n'en est pas franchement capable, on n'est pas technique, Hmm. qu'ils vont se réfugier dans, tu sais, ces fameuses questions pièges de combien de balles de golf dans un bus, ou, enfin, tu vois, ce genre de questions, ou alors une pause de 6 mois dans votre parcours, c'est quoi? Et au fond, je pense que c'est des recruteurs flippés, quoi, de se tromper. Et il y a un moment, tu passes un cap en recrutement et tu te dis, en fait, je suis pas dev, donc Hmm. je vais évaluer autre chose, quoi. C'est l'expérience qui finit par te faire passer ce cap de posture un peu bancale. Ou... Ouais, et de savoir que il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher prise. La partie technique, elle sera évaluée plus tard. C'est pas Ouais, ton job, mais c'est un chemin, quoi. grave, j'adore. Trop, trop d'accord avec toi. Il y a peut-être un moment dans ton parcours où tu as envie de partager, où tu vois, enfin, d'accord, le concept de réussite est vachement propre à chacun. Est-ce que tu estimes qu'il y a des moments qui ont fait, tu vois, qui t'ont permis de découvrir des facettes du recrutement, ou il y a des moments clés comme ça qui te remontent quand tu penses à ton début de Euh, carrière? Bah, c'est marrant. Parce que tu vois, tous les moments clés, j'ai l'impression qu'ils sont chez Shine. Pourtant, j'ai pas commencé ma carrière chez Shine. Mais quand tu passes 4 ans et demi dans une boîte, le luxe, c'est de voir ce que ça donne, ce que tu as fait. Et tu vois, aujourd'hui, peut-être 90-95% des gens qui sont là, soit je les ai recrutés, soit mon équipe les a recrutés. Donc, Ça pose quand même un truc, et ouais, 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 genre, t'as un produit fini, quoi, tu vois. ouais, de fou. D'avoir eu quand même même 1% d'impact sur chacune des personnes, parce que je te coupe, Ouais. mais c'est Bah trop non, intéressant. mais c'est Ça doit vrai. être un feeling assez spécial quand même. Tout le monde va pas vivre ça dans sa carrière, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a ça, et tu vois, dans les autres faits un peu fondateurs, un peu sans le savoir, mais j'ai recruté le CEO et la co-CEO qui ont pris la suite quand les fondateurs sont partis. Ok. Euh, Arrête sur image, ça, il faut que tu nous racontes. ouais, tu vois, ça c'est C'est une bah, fois dans une ouais, carrière, grave. hein. Euh, Et donc, bah, c'est quoi je veux bien que tu zoomes sur ce moment. ouais, ouais, bah, Raconte-nous. c'est une de mes histoires préférées, ce moment-là. C'est quand j'arrive. Alors, quand j'arrive, il y a tout à faire. Enfin, il y a beaucoup de postes à staffer, mais Ok. il y en a deux qui vont s'avérer être des bonnes galères. C'est directeur marketing et directeur financier. Des galères pour deux raisons différentes, mais en tout cas, on a vu tout Paris, je pense, à ce moment-là. Franchement, c'était dur. Les T'as dû en fondateurs faire des étaient... calls. Ouais, ouais, ouais. Franchement, on a vu beaucoup de monde, quoi. Puis en plus, je connaissais pas encore beaucoup Shine, tu vois, donc je me suis... Ok, t'étais encore en acculturation. ouais, ouais, ouais. Et je me rappelle, Nico et Raph, les fondateurs de Shine, m'ont dit c'est pas grave si ça prend 6 mois, il nous faut les bonnes personnes. Donc, Waouh, ça doit être quand même super. ouais, Enfin, ouais, ça c'est a dû te cool. décharger d'un poids en Ouais, c'est disant cool. prends ton temps, fais juste une bonne décision, quoi. Ouais, Enfin, ouais. amène-nous les bonnes personnes, mais prends le temps qu'il faut. Ouais, mais tu vois, c'est super bien parce que il y a des recrutements sur lesquels tu as un petit goût amer. Parce qu'il y avait des doutes, mais on était pressés. Enfin, bon, on a closé, on n'était pas sûr. Ces deux recrutements-là, ils étaient merveilleux, quoi. Et tu vois, ça a été deux galères, et pour autant, on a trouvé deux personnes qui sont arrivées le même jour. Donc, timing incroyable. Et c'était donc JB et Fanta, JB CMO et Fanta CFO à l'époque. Et les deux s'entendent super bien depuis jour 1. Enfin, ça fait un binôme assez extraordinaire qui a eu un super impact en plus chez Shine. L'intégration était folle. Voilà, tout était super. Et du coup, quand les fondateurs sont partis, Mhm. 4 ans après le rachat, eh ben, ils ont été nommés à la direction de Shine. Donc, tu vois, j'ai pas directement recruté les fondateurs, enfin, les dirigeants pour des postes de dirigeants, Sans le savoir. mais c'est quand même incroyable, quoi, comme aboutissement. Ouais, c'est fou. Euh,
un truc qui m'a marqué aussi, la plupart des gens, ils veulent un peu bouger tous les 2 ans dans le système startup. Mm. Toi, tu te dis, j'ai jamais appris autant qu'en restant 4 ans et demi dans la même boîte, en l'occurrence Shine. Mm. Tu peux m'en parler un petit peu et pourquoi tu penses ça? Mm. Moi, je faisais partie de ces gens qui pensent que 2 ans, c'est bien en start-up. En fait, pendant longtemps, je me suis convaincue que j'avais un profil build, tu sais. Donc, Ok. que j'étais bonne pour tester des trucs, mettre en place des petits process. Tu vois, le moment où c'est un peu la galère, quoi, où c'est très terrain. Et je pensais jamais que je resterais autant. Et en fait, c'est vrai que, et c'est marrant, ça a été rythmé année par année, tu vois, chez Shine. À chaque fois, le job a tellement changé. Et c'est le jeu en start-up, hein, parce que si la boîte change pas, donc elle meurt. Enfin, il faut qu'elle grossisse très vite. Donc, tu vois, il y a eu 2020 où j'arrive, on vient d'être racheté. Il y a un hiring plan fou. Donc là, c'est vraiment créer la marque employeur, recruter comme tu peux. Enfin, c'était très scrappy, mais j'ai appris énormément à ce moment-là. 2021, bah, c'est l'année fast de la French Tech. Ouais, de fou. Donc, bah, là, c'était l'enfer. L'année Enfin, champagne. ouais, exactement. Donc, c'était tous les candidats étaient des stars. C'était super dur de recruter. Et surtout, on devait faire passer la boîte de 80 à 200 personnes. Donc, tu vois, ça a été l'année où on a eu de la volumétrie, où je suis devenue manager aussi. Donc, complètement d'autres enjeux. Après ça, 2022, SAV de 2021, tu vois. On Ok. a staffé des Énorme. équipes énormes et il y avait besoin pour juste construire, quoi. Maintenant, il faut structurer. Donc maintenant, il nous faut des managers, des fonctions transverses. À ce moment-là, on est 6 dans l'équipe recrutement. Et du coup, on s'équipe, enfin, on recrute un RecOps. On en reparlera Ouais. sûrement sur la partie data. Donc, tu vois, phase de structuration. Et nous, au recrutement, on a un peu payé l'année d'avant, où en fait, on a pris zéro recul, quoi. Donc, vraiment une phase process. Et depuis 2023-2024, ben, on suit l'actualité de la French Tech, hein. Maintenant, on est dans une logique de optimisation. Tu vois, et c'est drôle de voir ça, je trouve, parce que d'un coup, les startups deviennent adultes, quoi. On est Ouais. de vraies entreprises. Et je trouve ça super intéressant de voir ça. Euh, mais ça implique des choses encore sur mon job. En fait, maintenant, il faut piloter le recrutement comme parfois un centre de coûts. Il faut collaborer avec la finance, la direction, anticiper beaucoup plus qu'on ne le faisait. Ça amène d'autres choses, mais hyper intéressant, contre toute attente. Ouais, c'est fou. C'est vraiment, si le recrutement était une série Netflix, je pense que tu aurais fait les 12 saisons, ou alors les 4 saisons de Les l'année. 4 saisons, ouais. On en rigolait un moment, mais Mm. c'est trop bien. Et du coup, si on se fixe un peu sur la création d'une équipe de recrutement dans ce contexte-là, toi, tu dirais, comment est-ce que comment on crée une équipe de recrutement qui te dépote? Il est dur ce sujet, parce que j'ai beaucoup changé d'avis. Et tu vois, il y a un truc de cordonnier le plus mal chaussé, mais les recrutements pour moi, je pense que c'est ma pire galère chez Ok. Shine. C'est là où Vraiment. tu te sens le moins objectif, du coup, et tu as du Ouais, mal à dérouler le playbook, peut-être? ouais, ouais, tout à fait. Et puis, t'es la recruteuse et t'es la hiring manager. Enfin, c'est dur, quoi. Ouais. Donc, j'avais Mathilde, ma boss, qui m'aidait à des moments, mais sur la partie technique, c'était moi. Et donc, je suis passée par un peu toutes les phases, tu vois. Au début, non, mais il faut pas spécialiser les recruteurs par métier, parce que tout le sel de ce job, c'est de recruter un peu tout. Ouais, mais en fait, c'est quoi l'impact individuel que t'offres dans ces Ouais. cas-là, si tu fais un peu de tout? Enfin, j'ai traversé beaucoup de phases. Il y a aussi la question de est-ce qu'il faut des gens comme moi ou est-ce qu'il faut des gens très différents? Parce qu'il faut qu'on s'entende quand même, Mhm. mais en même temps, il faut qu'on soit complémentaires. Et en fait, tu vois, j'ai été hyper drivée par un conseil qu'un mec de Kerala m'avait donné un jour. C'est de recruter des gens meilleurs que soi, parce qu'à la fin, le manager et l'équipe brillent si le résultat est excellent, quoi. Tu vois, donc j'ai essayé vraiment de ranger mon ego, d'aller chercher des gens meilleurs que moi dans des compétences que, tu vois, peut mieux faire, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a une équipe hyper diverse, qui est éclatée partout en France, d'ailleurs. Ouais, c'est fou. Et ça marche bien, mais c'est beaucoup de nœuds au cerveau à Ok. l'époque.
Alors, en tout cas, je crois que j'ai papoté avec des personnes de ton équipe qui t'adorent, donc je pense que tu as quand même réussi quelque chose. Et puis, bah ouais, comme tu le disais, en fait, derrière, toutes les équipes chez Shine sont passées par ton équipe, par toi, donc c'est une belle réussite. Euh, Tu te parlais du recrutement d'une personne en RecOps, du coup. C'est arrivé dans quel contexte? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Tu vois, sans le savoir, on a un peu anticipé l'étape dans laquelle on est rentré là maintenant, de Mhm. devoir faire plus avec moins d'une certaine façon, quoi. Enfin, on n'est plus dans l'hyper-croissance, on est tout à fait dans le truc ambiant de l'écosystème, de rationaliser un peu ce qu'on fait. Et donc, le recrutement de notre ECOPS répondait un peu à ça, tu vois, de mettre des process, d'unifier. On avait des gros chantiers et sur les outils et sur la data. Ouais. Et la data, vraiment, il y avait un chantier, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on a pensé le poste. Ok, bah justement, avant qu'on rentre dans ce sujet-là, je veux bien que tu aies ton avis général. Pourquoi est-ce que ça compte la data dans le recrutement? Ça peut sonner un petit peu candide de poser cette question, évidemment, mais je veux bien ton avis sincère là-dessus. Enfin, vraiment, à quoi ça sert la data dans le recrutement? Mais je pense que c'est pas du tout candide, parce que il y a une espèce de prolifération d'informations sur le recrutement. Enfin, c'est fou, il y a 10 ans, il y avait rien. Il y Ouais. avait un Slack et voilà. Et maintenant, ça s'est transformé en, bon, tu vois, beaucoup de bonnes pratiques. Et d'ailleurs, tu t'en fais complètement partie, quoi. Ce que vous faites, c'est super pour l'écosystème. Sauf que, en fait, quand tu es là-dedans, c'est super dur de prendre du recul. Donc, Ouais. on est bombardé de la data, super important, super important. Et en fait, moi, je pense que c'est quelque chose que j'avais mal envisagé au début. Pour moi, la data, c'était piloter l'équipe. Est-ce qu'on est des bons recruteurs ou des mauvais recruteurs? Tu vois, donc on avait tous les indicateurs classiques qui permettent de prendre du recul sur l'activité au quotidien. Ouais. Euh, mais en fait, j'ai eu une forme de déclic cette année. Ok. Et je me suis dit qu'il fallait, enfin cette année, l'année dernière déjà, euh, il fallait, euh, il fallait repenser ce qu'on traquait. Donc, tu vois, même ce truc, je l'ai remis en perspective. Et en fait, pour moi, la data, c'est aussi travailler avec la finance, les autres équipes people, la direction aussi, Mhm. anticiper ce que tu fais et te crédibiliser. Parce que si tu n'as pas de chiffres, Ouais, déjà qu'on est une fonction support, tu vois, c'est compliqué. clairement. Et je réalise maintenant, en fait, que c'est marrant. T'es vraiment, je pense que comme tu as vécu entre guillemets, les 4 saisons, tu étais ouais, dans un écosystème startup qui évoluait. Et en fait, tu as senti le besoin de connecter votre manière de mesurer, un peu de traquer la performance avec la performance business à un moment où finalement sur l'écosystème on disait c'est terminé la récré. Mm. euh, et maintenant bah, il va falloir que tout le monde apporte son ROI business et qu'on aille chercher la rentabilité tous ensemble. Mm. Même les fonctions support Mm. doivent participer à ça ou mourir quoi, d'une certaine manière. Limite, tu as certains qui ont cette vision-là. Mm. Euh, et du coup, bah, c'est trop cool. Tu nous expliques un peu la genèse du projet. Est-ce que tu veux bien maintenant bah, nous dérouler ou nous dire euh, ouais, ok, du coup, tu avais un problème en face de toi. Tu disais la data chez nous est pas adaptée finalement aux besoins. Et on est dans c'est vrai, cette avalanche de contenu et en face de ça aussi avalanche de data des fois. C'est-à-dire que tu traques Mm. des choses et en fait, tu sais pas trop pourquoi. Tu as un milliard de métriques et donc en fait, et tu te retrouves, tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mm. Donc j'imagine un petit peu que tu es parti d'un peu d'un grand bloc d'informations comme ça. Je voudrais bien savoir comment est-ce qu'ensuite, méthodiquement, tu t'es dépatouillé avec tout ça pour arriver à un résultat Mm. qui est celui que tu vas nous décrire aussi après en termes d'impact. Mais comment tu as pris en main le projet? Tout à l'heure, j'ai parlé d'un déclic et je me rends compte que si je verbalisais ce truc, ça serait peut-être plus clair parce qu'il est très concret. Mhm. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de mesure de la qualité du recrutement. Incroyable, hein. Ouais, Et pourtant, je pense que tu fais le tour des startups, on est beaucoup. ouais, clairement. Ouais. Et quand je dis qualité du recrutement, est-ce que les gens qu'on recrute sont là 4 mois après?
un an après. Mais au-delà de ça, la perf, est-ce que les gens qu'on recrute performent? Est-ce que les gens qui cartonnent dans nos process de recrutement cartonnent sur les postes? Il y avait aussi un autre aspect, c'est que maintenant, quand on te donne un plan de recrutement, on te demande d'avoir une stratégie. Ouais. Tu vois, c'est plus bon. Et en fait, si t'as pas de recul sur ah bah tiens, pour recruter 10 devs, je sais qu'il faut que je vois peut-être 600 candidats. Je sais que ça prend 70 jours de trouver un dev. Si t'as pas ce recul historique quoi, sur ce que tu as fait l'année dernière, c'est impossible de faire une stratégie et de se dire ah bah tiens, il va falloir que je recrute un recruteur en plus, ou alors un free, ou qu'on externalise, ou qu'on fasse tel partenariat. Donc tu vois, je pense que de savoir traduire un plan de recrutement, voilà, ça rentrait un peu dans la logique. Et autre constat qui m'a fait réaliser que on devait faire mieux sur la data, c'est que en fait, on ne mesurait pas l'écart entre le budget et le réel. La finance le fait à la Ouais. fin, sauf que nous, on peut le faire au fil de l'eau parce qu'on a Et le ajuster du budget, coup. tu vois. Ouais, voilà. Et puis prévenir si là on a dépassé, là on est en dessous, bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des enseignements, hein. Donc tu vois, il y a tous ces trucs qui me font me dire attends, je pilote mon équipe sur un plan managérial, mais je pilote pas l'activité de Mmh. recrutement. Donc tu vois, c'est un peu la genèse. Et alors après, sur le déroulé, premier truc, on a investi, c'est-à-dire qu'on a pris quelqu'un, une ressource humaine pour le Mmh. coup, en la personne de Mathieu, pour prendre ce projet, et on y a accordé du temps. Ça peut paraître bête, mais je pense que Ouais. ça se joue là. Nous, on avait identifié 2 écueils dans lesquels on voulait pas tomber. Le premier, c'est qu'on voulait que tout soit automatisé et consultable à tout moment. On voulait que rien soit traqué à la main. Ça, c'est un problème dans les métriques en recrutement parce que tu as des outils un peu partout qui t'apportent des infos. Donc, la règle qu'on s'est mis, nous, c'est que si c'est pas automatisable, le tracking, tant Comme ça, pis, j'adore. on fait le deuil. Et on a fait le deuil de trucs importants, hein. Par exemple, Bah ouais, le de nombre fou. de personnes qu'on approche, Mmh. trop compliqué à traquer, on ne traque pas. Le deuxième écueil dans lequel on ne voulait pas tomber, et on en a déjà un peu parlé, c'est de traquer pour traquer. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les indicateurs de performance que j'avais déjà pour l'équipe, il y en avait qui servaient à rien. Et alors, je vais dire un truc qui va sûrement un peu surprendre, euh, mais c'est vraiment relatif à Shine. En fait, chez Shine, tous les indicateurs liés au sourcing, ils marchent pas. On les a éliminés, quoi. OK, On a incroyable. considéré qu'on n'en avait pas besoin. En fait, pour moi, le bon sourcing, c'est déjà, est-ce que tu approches les bonnes personnes? Approcher 150 personnes, c'est super, mais si elles sont à côté de la plaque, ça marche pas. Ouais, c'est difficile de mesurer qualitativement, Tu cette vois? partie-là. Ouais, ouais, Mmh. ouais. Et le sourcing, c'est l'aspect sales du job. Donc, c'est vraiment le premier truc mis en lumière par la data. Et en fait, je trouve que, bon, en fait, il y a pas mal de choses qui nous échappent aussi là-dedans, parce que il y a une variable aussi, c'est est-ce que les gens sont à l'écoute ou pas. Donc Ouais. là, tu as ton réseau, tu peux faire de la veille, mais tu maîtrises pas. Et le troisième truc, c'est est-ce que tu as fait un bon boulot de marque employeur. Pour moi, c'est ça qui change ton taux de réponse. Donc, pour Totalement. toutes ces raisons, tu vois, le sourcing, on a drop. Et c'est un exemple, mais c'est pour illustrer le fait que on voulait pas tracer pour tracer. Donc, on a identifié ce qui était, un, automatisable, et deux, pertinent pour nous au quotidien, quoi. Ça c'est vraiment un move bullish, d'entrepreneur, je trouve. À la fois, genre, OK, tout ce qu'on va faire manuellement, terminado, sinon je vais vous faire des nuits blanches à tous et en vrai, ce sera pas scalable, et voilà. Et 2, effectivement, le truc de, OK, bah, on oublie le sourcing, alors qu'effectivement, c'est tellement facile de faire du vanity metrics sur le sourcing. Genre, ouais, on a contacté 10 000 gars, OK, il y a 0 recrutement derrière, c'est pas grave, tu vois? Genre, on peut mettre une slide jolie pour le COMEX et ça part, quoi. Mm. Mais OK, mais enfin, si je remonte quand même au why de ce projet, c'est archi ambitieux parce que tu veux mesurer dans le temps, end-to-end, la qualité de ton recrutement. OK, tu effaces le sourcing qui pourtant est la partie généralement effectivement la plus visible. Donc quelque part, au final, on pourrait mettre l'hypothèse que c'est facile de le mesurer sans même trop traquer, en regardant effectivement l'activité de tes équipes, ce qui rentre dans le pipeline. Et, enfin, Mm. tu me diras si t'es pas d'accord avec ça, mais
en sortant du sourcing, end-to-end, le why du projet, c'est comment est-ce qu'on arrive à mesurer la qualité du recrutement et à le faire du coup avec pas trop de métriques? Si, il y a des métriques, mais on s'est recentré sur les choses simples. Euh, Ouais, Après, on va rentrer dans un truc technique, hein. Est-ce que tes auditeurs sont prêts à ça, tu vois, sur comment ça marche? C'est une secret sauce sans en être une, mais en fait, on a fait une petite action qui a tout débloqué pour OK. avoir les mesures les plus clean possibles. Et depuis, ça tourne. Et c'est filtrable par département, par recruteur et par manager. Donc, je OK. suis capable de savoir que, ah bah tiens, mon manager Claude, que j'adore, mais en fait, j'identifie qu'il y a un méga problème parce que lui, il rencontre 41 candidats pour closer. Ou alors, bah, lui, il a une étape dans son process, elle fait tomber tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Tu vois? Et en fait, ce filtre-là que tu consultes pas au quotidien. Tu le Ouais. consultes quand tu digues ou quand il y a un problème quelque part. Donc, c'est l'idée d'avoir la data apportée, même si c'est un peu toujours les mêmes trucs que je regarde sur un plan hebdo, quoi. OK. Et donc, si, enfin, je me souviens que tu me disais, en gros, je veux que tout soit visible sur un dashboard relativement simple. Et effectivement, derrière, je vois que tu as la granularité de données pour aller bien diguer, du coup, Mm. bien sourcer les problèmes. Et c'est hyper important parce que c'est vrai que des fois, le problème de la data, c'est que ça te donne pas la vision enfin, qualitative des choses. Et du coup, tu dois aller faire un peu ton enquête, etc. Euh, Si on part pas trop dans le technique et ton tracking, etc., dont je doute pas, il doit être assez, ça a dû être un monstre à builder. Mais ce dashboard, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu valorises quand tu veux mesurer la qualité du recrutement? C'est quoi les métriques, du coup, un peu clés sur ton Mm. dashboard, on va dire, basique? Mm. Euh, Tout bête, mais on a rajouté homme-femme. C'est une info que Ok. l'ATS ne traque pas, donc Ouais, ça nous paraissait important. On traque le temps qu'on met à staffer un poste, le ouais. temps que les process durent en moyenne, la carte des recrues, le taux de closing, la qualité des recrutements avec les métriques dont je te parlais avant, et puis l'écart avec le budget qui est un truc important aussi. Ça, c'est fou parce que, tu vois, on parle d'impact business. euh, la capacité en tant que recruteur à prévenir ta finance et à montrer que tu es en contrôle de ton pilotage et Mm. à faire du suivi régulier. Je veux dire, le niveau de confiance que ça doit apporter et de collaboration du coup qui en découle. Et peut-être aussi du coup de runway politique à l'échelle de l'organisation, peut-être aussi de te faire confiance pour derrière investir sur des projets où tu vois pas forcément directement les ROI et tout. Enfin, je suis intéressé du coup de toi, ton ressentiment. Ça fait combien de temps le projet? Tu disais à peu près 1 an qu'il a initié, donc il n'y a pas non plus peut-être un recul énorme, mais en termes d'impact, aujourd'hui, tu dirais qu'il y a quoi sur ce projet? Euh, L'impact, il est fou. Il est fou, même à titre individuel, tu vois, parce que ça, c'est un dashboard ouvert, hein, tout le monde peut le consulter. Ouais, Donc, chaque recruteur ou recruteuse est en capacité de bon, prendre du recul et c'est un anglicisme, donc c'est horrible, mais ça te donne du pouvoir sur les choses, tu vois, d'avoir accès à ces chiffres. Et c'est pas forcément pour se comparer ou même pour, tu vois, évaluer les primes. On n'a pas de primes d'ailleurs chez Shine. Mais en tout cas, bah déjà, ça élimine parfois des gut feelings que tu avais. Et ça, c'est intéressant. Et après, à un niveau managérial, ça te crédibilise. Et c'est exactement ce que tu disais auprès de ta direction qui, évidemment, va te donner le budget validé du business plan parce que ils savent que tu vas pondre une stratégie avec ça et peut-être mm, faire des retours sur attention, budget de tel niveau pour ce manager, il recrute toujours des seniors, donc est-ce que ça marche? Et en fait, c'est intéressant d'aller dans cette boucle de confiance parce que c'est un truc récurrent, hein. Les RH et les recruteurs se plaignent souvent que comment faire de ces fonctions des fonctions stratégiques.
il n'y a pas 2000 moyens. Pour moi, il y en a deux. Soit tu es très bon en politique, politique au sens, tu vois, d'entreprise, tu crées des relations, tu te rends un peu indispensable. Voilà, c'est que le relationnel. Ou le deuxième truc, c'est d'apporter quelque chose sur un plan business. Et je pense que la data, c'est assez universel comme langage, les chiffres. Ouais, c'est la preuve de ton impact, quoi. C'est difficilement falsifiable. Ou en tout cas, s'il y a une confiance sur la méthodologie derrière, effectivement, bah, c'est pas falsifiable et ça crée de la confiance. Tu m'as dit que ce projet, il a contredit tous tes gut feelings. Tu peux m'en dire plus? Ouais, c'est là que tu vois qu'un projet a de la valeur aussi, parce que, bon, à quoi bon si tu avais déjà les bons pressentiments. Et en fait, moi, à plein de niveaux, alors je vais donner des exemples pour que ce soit plus concret. Le manager dont je parlais tout à l'heure, mon manager tech, que j'adore, qui est super avec les candidats, avec qui je prends beaucoup de plaisir à recruter. Je pense que j'aurais pu crier sous tous les toits que c'était un excellent recruteur, hyper exigeant, très bon. Et en fait, en regardant les chiffres, je me suis rendu compte que il avait besoin de 3 fois plus d'entretiens que n'importe lesquels de ses pairs dans l'organisation en tech. Et qu'il y avait des biais aussi sur les candidats. Enfin, tu vois, ça te met un peu en lumière ces trucs-là. Et il y a aussi autre chose qui est plus général et qui est hyper intéressant. Moi, j'étais persuadée que le time to fill, donc le temps qu'on met à recruter, était hyper variable en fonction des métiers, et que c'était ça le truc principal. On dit énormément, ouais. Tu vois, forcément les techs plus durs, les gros managers, gros VP plus durs. Et en fait, non. Je me suis rendu compte qu'il y avait 2 variables qui influençaient plus que le type de métier. C'est la saisonnalité. C'est bête, hein, mais en fait, le poste, si tu l'ouvres le 4 décembre, bah, tu vas mettre beaucoup plus longtemps parce qu'il y a les vacances de Noël. Et c'est tout bête. Mais ça change tout, parce que dans le budget, après, tu peux dire, attendez, ce poste, si on veut qu'il arrive là, il faut qu'on lance 3 mois avant. Donc, c'est intéressant de savoir que la saisonnalité, c'est fou. Ouais. Et la deuxième variable, c'est le manager. Tu vois, et c'est dingue. Je suis moins étonnée. Ouais, bah, moi si quand même, parce que tu te dis qu'il y a des métiers hyper pénuriques, mais en fait, même sur un métier pénurique, si tu bosses avec un manager qui sait exactement ce qu'il cherche, qui est proactif dans le sourcing, activer son réseau, ben, tu staffes plus vite. Ouais, donc, tu vois, moi j'avais tendance à allouer plus de ressources aux postes en tech, aux postes managériaux, en me disant c'est des galères. J'ai tout recalibré, quoi. Ah, mais tellement intéressant. En fait, on commence à toucher du doigt le niveau de visibilité que ça t'a donné sur le moteur, quoi. En fait, soudainement, je pense que t'es passé d'un capot en métal au-dessus de ton moteur à une vitre où tu pouvais vraiment décider de zoomer et de voir un petit peu ce qui se passait, aller trouver des cailloux dans les engrenages, etc. Que ce soit au niveau de ton équipe, peut-être aussi de savoir comment mieux les accompagner, grandir, les former. Ok, bah, tu galères sur des recrutements dev. Ça se situe au niveau du nombre de personnes que tu rencontres. Donc peut-être que c'est au niveau du sourcing de tes talents. Est-ce que tu mets les bons critères, etc. Ton hiring manager, est-ce qu'il faut l'accompagner? Si oui, sur quoi? Où ça coince? Tu as vraiment une vision funnel, j'imagine, de toutes les étapes. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est... du coup, là, je commence à toucher un peu la valeur de ce projet-là. Alors après, on va essayer d'éviter l'écueil de « c'est génial, trop bien, raconte-nous les fails ». Un petit peu, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché? En fait, à chaque fois que je repense à ce projet, je me dis « mais pourquoi si tard ?» Shine avait 6 ans quand on a lancé ça. Je pense que quand on était en hyper-croissance, chez Shine et même collectivement, en fait, l'enjeu, c'était pas de mesurer, c'était de faire vite, quoi. Donc, bon, voilà. Mais n'empêche que l'apport de la data, c'est d'avoir l'historique. Parce que comme ça, tu peux comparer, tu peux savoir que ton dev, en fait, il faut que tu parles à 45 personnes pour l'avoir. Et donc, en fait, on s'est retrouvés à devoir rentrer l'historique à la mano dans notre Google Sheet. C'était pas si compliqué, mais tu vois, le projet a pris peut-être 5 semaines au lieu de 3.
Donc, en fait, mon regret principal, c'est d'avoir tardé De ne pas l'avoir là-dessus. fait plus tôt, quoi. Tu vois, si on s'était inspiré des gros groupes que les startups adorent critiquer gentiment, c'est sûr que les gros groupes, ils pilotent avec des métriques beaucoup plus solides que les nôtres. Donc, j'aurais peut-être gagné du temps. Et ça m'amène à la question un peu finale. Du coup, pour tous ceux qui nous regardent et qui veulent peut-être commencer un projet comme ça, allez, 3 bullet points, faut commencer par quoi? Pour éviter tout le bullshit autour et pas se planter, partir direct dans la bonne direction. Hmm. Je pense qu'il faut faire de la veille, ok, mais après refaire une grosse passe sur ce qui est utile pour toi à la fin. Typiquement, nous, avec le sourcing qu'on a complètement écarté. Le deuxième truc, c'est cette histoire d'automatisation. On s'en fait un monde, mais c'est un setup. Et tu l'as fait, et après, ça tourne tout le temps. Donc, je crois vraiment au fait qu'il faille automatiser. Et le dernier truc, qui va contredire pas mal de choses qu'on s'est dit, c'est que je pense que le piège avec la data, surtout quand tu es manager, c'est de piloter comme ça, par les chiffres. Et en fait, ça amène des biais, l'interprétation des chiffres. Si je grossis le trait, un biais, ça pourrait être ah ben tiens, on a constaté que les hommes de 30 ans réussissent mieux notre exotechnique, donc en fait, il faut aller chercher des hommes de 30 ans. Non, en fait, c'est ton exercice qui est mal fichu et qu'il faut repenser pour être plus inclusif. Donc, tu vois, il y a des biais d'interprétation. Et il y a aussi que quand tu es manager, tu es aussi attendu sur gérer des trucs qui ne sont pas dans ton dashboard. Et typiquement, c'est ce candidat qui a une expérience horrible avec ta boîte et il faut prendre son téléphone et l'appeler. Et ce candidat, il n'est pas dans tes métriques parce que c'est un cas individuel. Mais je trouve ça intéressant de voir la data comme un outil. Et voilà, Et tu pas vois. oublier le quali. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Merci énormément. Et puis, je pense que tu as donné le playbook à pas mal de monde pour démarrer cette approche data-driven. Donc, merci énormément de cet échange. Et je trouve qu'il a été hyper riche. Donc, très, très content de t'avoir reçu ici. Merci Mathias, c'était trop cool. Merci Camille, à plus. Peut-être un truc pour te suivre? Sur LinkedIn, comme tout le monde. Canon. À bientôt, merci. Bye bye.